Bien, alors merci de bien vouloir prendre place pour cette table ronde qui nous amènera jusqu'à 17h30. Je rappelle que la première journée, nous avons fait le tour, si j'ose dire, de la santé. Ensuite, nous avons vu celui de la résilience, comment trouver les ressources pour pouvoir donner un sens à sa vie. Et enfin, aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est un lieu très fréquenté, bien évidemment, et très fréquentable d'ailleurs, et pour lequel il y a peut-être encore pas mal de chemin à faire pour que les personnes en fragilité puissent être simplement reconnues comme étant des personnes, hein. On ne va pas aller plus loin, c'est déjà beaucoup. Alors, je vais vous demander de vous présenter un par un ou une par une, en quelques mots, et ensuite on passera directement aux questions. Je vous en prie, jeune homme. Bonjour, Emmanuel Perret. Donc moi je suis le directeur de Être. Hmm. Être, c'est d'abord un club d'entreprises qui regroupe 200 entreprises qui partagent les bonnes pratiques sur le handicap. Voilà, ça c'est le premier réseau. Le deuxième chose, c'est de l'information. C'est une revue sur ce thème-là, mais du point de vue de l'insertion professionnelle et sociale des personnes. Et enfin, c'est aussi pour ça que je suis là, nous avons depuis 20 ans un centre de retour à l'emploi pour des personnes en fragilité psychique. Parfois, on aura l'occasion de revenir sur chacune de ces activités, parce que là-dedans, il y a plein d'outils déjà. Je vous en prie. Frédéric Carinti, je suis administrateur et membre fondateur du collectif France pour l'emploi accompagné et par ailleurs président de l'association Un autre regard qui mène un programme de ce type sur le bassin d'emploi de Compiègne-Noyon en partenariat avec l'ARS et les entreprises de l'ARS des Hauts-de-France et les entreprises du bassin d'emploi. Merci. Maïla. Maïla Chapeau, j'ai 20 ans de carrière en militaire dans l'armée de l'air, spécialisée en logistique opérationnelle, et je suis en cours de reconversion professionnelle pour travailler autour de la souffrance psychique et à partir de ma propre souffrance et de ma propre expérience de la maladie psychique, puisqu'au tout début de ma carrière, j'ai été diagnostiquée bipolaire. Alors, vous nous raconterez votre expérience qui nous permettra d'illustrer, si j'ose dire, en tout cas de donner toute sa pertinence à cette table ronde. Je vous en prie. Bonjour, Charlotte Saxic, je suis coordinatrice chez Regain Paris d'un dispositif d'emploi accompagné qui vise à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Donc c'est un accompagnement à la fois vers et dans l'emploi. Parfait. Mademoiselle. Bonjour, Félisa Blanco, je suis psychologue et directrice du service appui qui réalise un accompagnement des personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé pour le handicap psychique, pour les accompagner vers l'emploi et dans l'emploi également. Merci. Et enfin, David avec la Hertz. belle photo au milieu, oui, je vous en prie. Non. David Hertz, cofondateur de l'agence de communication spécialisée sur les sujets du handicap et de la diversité Telmise de Truffe, qui est à l'origine de la création de plusieurs dispositifs de sensibilisation, dont 2 dispositifs de sensibilisation sur le handicap psychique, qui s'appellent 1 sur 4, et un autre sur la santé mentale, qui s'appelle Question de santé mentale, qu'on vient de déployer ici même avec pas mal de... Ce sont des outils de prise de parole, on va dire, en entreprise ou dans le monde professionnel. Donc vous êtes un concurrent, vous êtes en train de me piquer mon boulot, mais c'est pas grave, on va en Pourquoi parler après. Non. Alors on va peut-être commencer. On va peut-être commencer pour savoir de quoi on parle exactement avec vous, Emmanuel Perret, parce que vous avez mis en place un baromètre, sur le handicap, et dedans il y a le ressenti du mal-être psychique, on va l'appeler comme ça pour rester. Alors voilà, quels sont les enseignements de ce baromètre ? Alors, le baromètre a été rendu public hier et l'intérêt de ce baromètre, c'est qu'il était la cible et les personnes les sondées étaient les responsables de la politique handicap dans les entreprises. Alors, c'était un baromètre à l'échelon national, donc ça veut dire que 80% de l'échantillon, c'était comme c'est l'entreprise française, c'est des entreprises de 20 à 99 salariés. Donc les responsables à cette hauteur-là sont plutôt des dirigeants et des managers, pas des responsables de mission handicap. Et dans le cadre de ce baromètre, on essayait de leur demander le ressenti sur l'emploi.
Et notamment, à un moment donné, il y a eu une période qualitative et après quantitative dans le sondage. Et il y a un chiffre qui est apparu et qui est quand même significatif, c'est qu'il y a 7 fois moins de recrutement de personnes en handicap psychique que tout handicap confondu. Et donc voilà, c'est déjà, on s'aperçoit que les mentalités sont encore là et que donc les outils que nous devons adapter, nous devons les adapter par rapport à cette culture en entreprise. Je note en même temps, oui. Effectivement, donc il y a encore beaucoup de chemin. Hein. Alors, en ce qui concerne les outils qu'on peut apporter, alors déjà, voyons l'angle de l'accompagnement extérieur à l'entreprise avec vous, Frédéric Carinti. Donc, vous nous l'avez dit, vous représentez un collectif pour l'accompagnement. Vous êtes donc extérieur à l'entreprise. Et vous êtes en quelque sorte, comment on pourrait dire, un facilitateur, un médiateur. Quelle est votre tâche et comment l'organisez-vous et bien sûr avec quels résultats? Donc, on peut dire qu'on est facilitateur et médiateur dans la mesure où le concept, la méthodologie plutôt, de l'emploi accompagné est nouvelle en France dans sa définition un petit peu structurée, mais ancienne en Europe et dans les pays anglo-saxons, Australie, Canada et États-Unis. Médiation, pourquoi? Parce que le principe, la méthode de l'emploi accompagné s'appuie sur un triptyque comprenant l'employeur, l'employé et le service extérieur. Je vous demandais de vous être bien en face, Pardon. parce que je vous en prie. Donc, ce triptyque est distinct du contrat de travail, c'est très important. Et donc, il bénéficie actuellement en France d'une médiatisation importante puisque la loi de 2016 a introduit l'emploi accompagné dans les outils à disposition des entreprises et des personnes. Cependant, la loi l'a introduit avec peu de moyens et par ailleurs, des expériences ont été menées depuis longtemps en France avec d'autres noms, mais sur le fond c'était cela. Et il est important qu'aujourd'hui un travail soit fait auprès notamment des employeurs pour non seulement faire connaître cet outil, mais accompagner les employeurs dans la rencontre des dispositifs qui existent, agréés ou non. Et le collectif donc a surtout été créé pour cela. Accompagner les employeurs, répondre à leurs demandes lorsqu'ils pensent que, soit pour des personnes déjà dans l'entreprise, soit pour des personnes qui souhaitent y rentrer, ce dispositif peut être utile. Mais ce n'est pas un dispositif universel. Il y a d'autres dispositifs qui existent pour l'entrée en entreprise, l'entrée en emploi. Ce n'est pas la solution universelle. C'est un outil parmi d'autres. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de chemin encore à faire pour l'information? Est-ce que c'est finalement, est-ce que l'entreprise dispose déjà de l'information nécessaire à la mise en place de cet outil particulier? Alors, elle peut en disposer sur le plan méthodologique, sur le plan de la compréhension, mais par contre, les entreprises, c'est sur un bassin d'emploi que la question se pose, ont besoin d'informations concrètes sur je souhaite m'engager dans le dispositif. Qui sur le terrain? À qui puis-je contacter? Comment cela se met-il en place? Est-ce que c'est uniquement pour des personnes qui sont déjà chez moi ou des personnes que je souhaite recruter? Toutes ces questions-là restent ouvertes et les entreprises sont un petit peu démunies. D'autant plus que les dispositifs agréés ils sont 53 en France, qui peuvent accompagner quantitativement à peu près 1500 personnes maximum. Donc c'est très modeste pour l'instant. Mais à côté de ces dispositifs agréés, il y en a ici, madame en représente un. À côté de ces dispositifs agréés, il y en a d'autres. Et ces autres doivent aussi être connus et accompagnés parce que même si c'est une loi, le déploiement reste expérimental au niveau national et un bilan devra être fait dans les 2 ans. Si l'évaluation est mal conduite, si les entreprises sont mal informées, on court à l'échec. Pour ceux qui sont agréés et pour ceux qui souhaitent le devenir. 53 dispositifs? Enfin, actuellement, oui. Oui, parce que les moyens sont modestes. Alors, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais les moyens sont très modestes. C'est-à-dire que plus les moyens sont modestes et plus on crée de dispositifs. Non, enfin, Sauf erreur de ma part, il s'agit des dispositifs départementaux.
Ce sont des dispositifs qui sont déployés dans le cadre d'appels à candidature, enfin qui ont été déployés dans le cadre d'appels à candidature lancés conjointement par la GFIP et les ARS. Les délégations régionales GFIP et ARS, sous gestion ARS au point de vue administratif. Félissa Blanco, on parlait tout à l'heure de la prestation ponctuelle spécifique. Qu'est-ce que c'est? C'est une de vos spécialités, si j'ose dire. Donc Oui. voilà, expliquez-nous tout. Oui, effectivement. Alors, il existe depuis 2012 et même avant, il existait des prestations d'accompagnement, mais depuis 2012, ça s'appelle les prestations ponctuelles spécifiques financées par la GFIP à destination des personnes en situation de handicap psychique pour le service appui. Il en existe pour tout type de handicap, qui propose d'accompagner dans différentes étapes du parcours les demandeurs d'emploi ou salariés pour comprendre en quoi les troubles psychiques constituent un handicap, donc mieux caractériser le handicap, parce que nommer simplement la maladie ne définit en rien le handicap. Donc on propose de pouvoir comprendre en quoi les troubles psychiques vont constituer un handicap, notamment dans l'optique d'un projet professionnel et d'une insertion professionnelle. Donc après, pouvoir appuyer le référent de parcours. Le référent de parcours reste toujours le conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, ou pour les salariés, l'employeur. Pouvoir aussi appuyer l'employeur pour comprendre quels aménagements peuvent être mis en place, comment on peut aider la personne à identifier ses compétences, les points de vigilance à maintenir, les aménagements possibles, intervenir aussi en entreprise pour soutenir les managers si besoin, et le collectif de travail, donc par la sensibilisation. L'idée, c'est aussi, je vous rejoins, de lever un peu la stigmatisation sur le handicap psychique et de rendre un peu visible ce handicap qui reste très invisible dans les entreprises. Alors Charlotte Saxic, vous êtes job coach? Non, enfin, pas non, tout à fait. parce que j'ai trouvé ça curieux comme expression, c'est pour ça que je vais moi, vous je suis expliquer. coordinatrice d'un dispositif effectivement qui manage des job coachs. On est 53, donc vous êtes voilà, on est l'une des donc 53. oui, donc une structure qui va accompagner 40 personnes sur Paris. Et donc le rôle du job coach, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, d'accompagner à la fois la personne à la fois vers et dans l'emploi, selon la méthode IPS, Individual Placement and Support. Donc, qui consiste à inverser un peu les logiques traditionnelles en vigueur dans le secteur de l'insertion, et qui vise justement à mettre la personne le plus rapidement possible à l'emploi et à travailler sur ses freins au fur et à mesure, plutôt que de rester dans une étape préparatoire trop longue qui aurait comme principal défaut d'enfermer du coup la personne dans une espèce d'état un peu préparatoire et qui ne lui permettrait pas d'accéder rapidement à l'emploi. Donc là c'est vraiment une spécificité de la méthode qu'on met en place chez Regain. Et du coup, on se heurte aussi effectivement à quelques résistances aussi de la part des personnes, des employeurs, notamment face aux personnes ayant des troubles psychiques. En général, il y a quand même une espèce de déni, qui peut y avoir une difficulté spécifique à prendre en compte. Donc c'est vraiment un travail de sensibilisation au long cours pour permettre aux employeurs d'accepter le fait qu'il faudrait peut-être mettre en place certains aménagements, revoir certains modes de management, etc. Et ce qu'on observe sur le terrain pour le moment, c'est que ça marche très bien quand le management est bienveillant, mais qu'il peut y avoir une difficulté supplémentaire pour l'accompagnement des job coachs quand le management ne prend pas vraiment en compte ces spécificités-là. J'ai d'entreprises qui doivent vous dire, mais de quoi vous vous mêlez? Enfin, en gros, exactement. Alors, en plus, c'est un jugement sur leur façon de travailler. Exactement, aussi, il peut y avoir cette crainte aussi d'une espèce de regard sur le management et sur l'organisation du travail, qui pourrait potentiellement aussi remettre en cause certaines pratiques. Donc voilà, c'est vrai que c'est une activité qui est un petit peu délicate de ce fait-là, quoi. Et donc notre accompagnement repose vraiment sur la relation que le job coach réussit à construire sur le long terme avec la personne accompagnée. D'accord. Mais le fait de remettre rapidement, puisque c'est une priorité, la personne sur le chemin de l'emploi et même dans l'emploi,
est-ce que ça convient toujours? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas... Alors ça, est-ce que c'est pas un peu brutal Voilà, par c'est ça, moment? exactement. C'est un principe un petit peu théorique, évidemment. Oui. Concrètement, on n'est pas du tout, évidemment, dans la brutalité, ni dans une espèce de systématisation. On évalue, évidemment, les besoins de chaque personne. Mais dans l'idée, on essaye quand même le plus rapidement possible de faire en sorte que la personne construise un projet professionnel en adéquation aussi avec les besoins d'un bassin d'emploi, un projet professionnel qui soit suffisamment réaliste pour permettre aussi une insertion rapide. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment que les choses se fassent dans des délais pas trop longs, mais sans précipiter non plus, évidemment, les choses. Un projet professionnel peut prendre quelques semaines à se mettre en place, 1 mois, 2 mois. Une recherche d'emploi aussi peut prendre quelques mois. Mais on essaye quand même de faire en sorte de soutenir de façon un peu dynamique, sans brutaliser la personne, pour aussi lui permettre de dépasser aussi un accompagnement qui serait trop lié aux soins et qui nous ferait nous assimiler aussi à des soignants, quoi. Oui, c'est très loin de la façon dont on apprenait à nager à mon époque, en vous mettant dans le grand bain en attendant que vous remontiez. Voilà. C'est toujours très désagréable. Ok, ça on a bien compris. Alors, je me tourne maintenant vers vous, David Hertz. Alors, parlez-nous de cet aspect ludique et en même temps constructif que vous avez mis en place. Pas forcément ludique. L'idée donc chez Telmise de Truffe, on est spécialisé dans la communication sur le handicap. On essaie de sensibiliser les salariés à une meilleure compréhension du handicap. Et notre premier objectif est de balayer les idées reçues et de mieux faire comprendre le sujet, pour en faire un sujet qui puisse rentrer dans les conversations naturelles de l'entreprise, qu'on ait moins peur du sujet. Et la peur, je reviens sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure, quand Emmanuel disait qu'il y a 7 fois moins de personnes handicapées atteintes de handicap psychique recrutées que d'autres formes de handicap, le constat qu'on fait sur le handicap psychique, c'est qu'on est à peu près, selon nous, au même stade qu'on était en 2005 sur le handicap en général, où cette loi est sortie et beaucoup d'entreprises n'avaient jamais tenu compte du handicap. C'était un sujet qui était resté aux portes, voire loin des portes de l'entreprise. Et là, on est à peu près à ce stade-là, où on sent que les entreprises commencent à entendre parler du sujet, à comprendre qu'il y a des gens qui sont en souffrance, à essayer de s'interroger sur le sujet sans le connaître. Donc notre objectif va être d'essayer de vulgariser les choses pour faire comprendre d'abord que le sujet existe. Quand on arrive dans une entreprise, la première réaction va être souvent le DRH ou la mission handicap ou les DG qu'on rencontre nous disent « mais nous, le handicap psychique n'est pas possible dans notre entreprise ». Et on leur dit souvent « mais statistiquement, il y a au moins 1 personne sur 4 qui est concernée ». Donc, elles ne sont pas chez nous. Oui. Elles ne sont jamais chez eux. Et après, parce qu'on a une représentation médiatique du sujet, et quand on ne connaît pas un sujet, on imagine toujours que c'est extrême. Donc, pour ces personnes-là, elles nous disent « mais nous, une personne schizophrène ne pourrait pas travailler dans notre entreprise sans savoir ce que c'est ». Et quand on explique que les troubles psychiques, c'est aussi des troubles addictifs, des troubles du comportement alimentaire, alors là, il y a une paupière qui se soulève. Et quand on détaille que l'addiction, ça peut être une addiction à l'alcool, là, mais dans 99 cas sur 100, les gens nous disent « ah si, en fait, je vois à peu près des personnes qui pourraient être concernées ». Oui. Et toute notre idée est de montrer que le sujet existe, d'abord qu'il faut l'admettre, et qu'à partir du moment où on s'y intéresse, où on admet qu'il soit présent dans l'entreprise, on peut agir. Et là, l'entreprise est souvent un peu déconcertée, parce qu'autant, quand il s'agit d'un handicap moteur, on peut mettre en place des aménagements matériels, on a des solutions assez stables, alors que face à des troubles psychiques, ce qui caractérise le trouble psychique, c'est l'instabilité de la situation. Et l'entreprise déteste le risque, donc une solution qui va être valable à un moment donné ne peut ne plus l'être à un autre moment. Et c'est tous ces sujets-là dont on essaye de... Comment dire, et en faisant participer toute l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... je veux dire, c'est pas réservé aux DRH, aux managers au sens large, c'est-à-dire on va commencer par la direction générale et par la personne en souffrance elle-même. C'est toute la collectivité de l'entreprise qui participe à... Alors, d'une part, oui, et d'autre part, très souvent, on nous dit, ben voilà, on voudrait sensibiliser les managers qui pourraient être amenés à manager des personnes handicapées. Et très souvent, on essaie de faire ça gentiment, mais en disant, qui vous dit que le manager n'est pas lui-même en situation de handicap ? Comme si une personne handicapée ne pouvait pas être elle-même manager.
Donc c'est toutes ces espèces de prises de conscience qu'on essaye d'amener dans l'entreprise, ou en tout cas dans le collectif de travail, qu'il soit, encore une fois, public, privé ou associatif. Je me tourne vers vous, Maëla. Alors, je voudrais que vous nous parliez d'abord de votre parcours, et ensuite on va regarder les outils, si les outils qu'on vous a proposés, les outils que vous fabriquez maintenant aussi, Oui. puisque vous êtes passé du côté des fabricants et pas uniquement des distributeurs. De quelle manière vous voyez ça, et est-ce que ça répond, est-ce que ce que vous avez entendu ici aussi répond véritablement à ce besoin d'inclure professionnellement, mais dans le bon sens du terme, et pas uniquement en mettant dans une petite case, les personnes en fragilité. Peut-être d'abord votre histoire. Alors, moi, j'ai 20 ans de carrière militaire. Je suis rentrée à l'armée. Si j'avais pu rentrer à la Légion étrangère, je serais partie à la Légion étrangère. Bon, sans vous faire de dessin, vous expliquer pourquoi je n'ai pas pu rentrer à la Légion étrangère. Mais j'avais un désir de rupture familiale. Donc, mon cursus de lourdeur psychique, je ne l'ai pas acquis à l'armée. Je suis rentrée à l'armée avec cette histoire-là. Et je suis rentrée pour devenir infirmière militaire. J'avais réussi le concours. Donc, j'ai intégré. J'ai réussi à passer entre les mailles du filet, et en début de deuxième année d'école d'infirmière, pour X et X raisons, mon histoire personnelle plus le cadre ont fait que j'ai fait un peu le maillon de la chaîne qui explose dans une situation conflictuelle. J'ai fait une bouffée d'élan aigu qui a nécessité une hospitalisation en hôpital militaire. Là, j'ai eu la chance d'être entourée par des gens qui étaient compétents, à la fois les cadres infirmiers et médecins de l'école d'infirmière qui étaient accolés à l'hôpital, et puis un ensemble de médecins qui m'ont bien accueilli. Et le médecin, quand moi, j'ai été hospitalisée très peu, une semaine, et après je suis repartie rapidement en stage, parce qu'il fallait essayer d'éviter que je redouble mon année. Enfin, c'était un processus bienveillant. Ça a été une catastrophe, ce stage, parce qu'entre les antidélirants, les thymorégulateurs, j'avais un traitement de cheval, j'ai été totalement inefficace, et c'était pas forcément simple pour les cadres qui m'encadraient dans ce stage infirmier. Et 3 mois plus tard, j'ai été hospitalisée au mois de novembre, et au mois de février, le psychiatre m'a dit écoutez, vous êtes de la partie, entre guillemets, donc vous avez une maladie que vous allez savoir de quoi je vous parle, vous avez une psychose maniaco-dépressive ou trouble bipolaire. La chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que quand le médecin militaire a posé le diagnostic, je suis rentrée dans son cabinet. C'était pas une porte de sortie de l'institution, c'était une porte d'entrée dans un parcours d'accompagnement. Et véritable, je le dis, j'ai 20 ans de carrière, donc c'était au tout début de ma carrière, donc ils ont vraiment pris soin de moi. Et on est rentré dans une collaboration de confiance. Moi, je n'ai jamais nié la maladie, je savais que j'avais un souci, et j'y ai trouvé la chance qu'on m'aide à me soigner et à prendre en charge cette grave pathologie. J'ai décidé, en collaboration avec le psychiatre, de demander l'inaptitude pour la spécialité infirmière, parce que ça me semblait trop lourd de poursuivre le cursus, et de partir sur un cursus plus simple de logistique technique. Donc on a mis en place un accompagnement avec les spécialistes de l'armée de l'air chargés de recrutement, et je suis repartie en école. Et j'ai eu ma première mutation sur la base aérienne de Creil. Et à partir de là, c'était de fin 2000 jusqu'à mars 2013, j'ai été suivie dans un hôpital militaire à Paris, l'hôpital Percy, par la même équipe. Du début du diagnostic de la psychose maniaco-dépressive, où on sait que c'est une pathologie à vie, qui est extrêmement handicapante, avec un traitement à vie. Moi, je suis sortie de l'hôpital avec, dans mes bagages, une opération extérieure de 6 mois en Afghanistan. Et quelques mois plus tard, je repartais 4 mois faire mon travail aux Émirats arabes unis, et plus aucun traitement lourd. Et aujourd'hui, depuis officiellement 2 ans, je n'ai plus aucun accompagnement sur la pathologie bipolaire. Donc on est parti d'une pathologie à vie qui ne se soigne pas à ma dernière psychiatre, quelqu'un de très compétent, et qui était un ancien psychiatre militaire que j'ai retrouvé dans le civil, qui un jour s'est interrogé, elle m'a dit écoutez, vous me dites que vous êtes bipolaire, moi j'ai un souci avec vous. 1, vous n'avez pas de traitement, oui. Et 2, vous n'avez pas de symptômes, or c'est une pathologie qui se stabilise. Donc je suis très atypique par rapport à ça. Mais en même temps, moi je suis partie dans la maladie, j'ai accepté la maladie en me disant un jour je m'en sortirai. Alors, je m'en sortirai, c'est 1, accepter la pathologie, et 2, parce que la problématique essentielle en pathologie psychique, c'est la question de la relation. Et à partir du moment où je rentrais dans une relation de confiance avec le psychiatre, tout était gagné. Et je me suis créé des outils la pathologie psychique, ça n'a rien de drôle, mais ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de recréer du relationnel, ça me permet de reprendre confiance en moi. Et nous avons construit avec mes différents psychiatres et avec les équipes médicales des outils
sur comment je me réapproprie mon sommeil, comment reprendre un travail le plus rapidement possible. Pour moi, ça, c'était important. Un travail qui était ranger des cartons, ranger les papiers au tout début, jusqu'à faire de la planification aérienne et de la logistique opérationnelle. Donc, ça a été par étapes. Reprendre le sport. La reprise du sport, de la course à pied, a permis de diminuer et d'arrêter tous les traitements. Ce n'était pas l'objectif, le deal de départ, mais ça s'est fait, ça s'est mis en place. Parce qu'il y a eu un dialogue avec les psychiatres. J'ai été handicapée, mais jamais en situation administrative de personnel handicapé. C'est pour ça que j'ai pu partir faire mon métier en Afghanistan. Et j'ai une chance, et ça qui est extrêmement importante, c'est que les médecins militaires sont des militaires donc qui connaissaient mon environnement de travail. Donc ça leur donnait, sur tout ce que je racontais, de ce que je pouvais vivre au quotidien, des éléments qui pour eux étaient connus, ce qui n'est pas le cas dans le civil. Et puis le médecin de Paris, à la deuxième consultation, il m'a dit « Je me suis permis d'appeler le médecin de Toulon parce que je ne comprenais pas votre traitement ». Donc il y a un lien de confiance. Ils ont fait leurs études ensemble, ils ont parfois travaillé ensemble. Je n'ai jamais été confrontée à ce nomadisme que beaucoup de personnes dans le civil auxquelles sont confrontées. Et on a une structure qui a des défauts, mais qui a cette énorme qualité de suivi et on prend soin de notre personnel, c'est notre mission. Et la mission d'aller soigner les gens on est confronté à un métier difficile, le métier du conflit, de la violence, qui est physique ou psychique. Ils ont mis en œuvre, ces médecins qui étaient à la fois médecins et militaires, ils ont mis en œuvre pour moi, qui n'avait aucune valeur au tout début de ma carrière, je ne valais rien. Enfin, j'étais un risque qu'ils ont pris. Mais en même temps, ils étaient cohérents avec leur propre engagement. Et j'ai bénéficié de ça. Ce qui est important, ce que vous dites, c'est revenu pratiquement au cours de toutes les tables rondes, c'est la relation de confiance. C'est fondamental. Et que rien ne peut être édifié. La relation de confiance, l'estime de soi, toujours la retrouver quand on l'a perdue. Et puis, on a vu ça avec un proviseur hier, pour des jeunes gens au lycée, où déjà des troubles se manifestent et souvent ils sont plutôt cachés plutôt qu'avoués. Et l'accompagnement est important pour les déceler. Chacun sait que plus la fragilité est prise tôt et plus elle est accompagnable, entre guillemets. Et c'est ça. Je voudrais qu'on revienne sur ce lien entre la relation de confiance et les outils, parce que l'outil, c'est quelque chose d'assez froid, c'est un cadre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous parlez de l'armée, vous en parlez de façon chaleureuse, alors que quand on parle de l'armée, on parle d'un cadre, d'une discipline. Je veux dire que c'est tout à fait normal. Hein. Oui, j'ai connu, je ne vous raconte pas tout de mon expérience militaire, parce que j'ai eu des managers de proximité adorables et d'autres moins. On a les mêmes pourcentages que dans le civil. Mais j'étais en rupture familiale. Donc pour moi, l'armée a cette dimension familiale avec ses atouts et ses limites. Et c'est touchant pour moi le chemin qui est fait et d'en sortir, de prendre le temps d'en sortir et d'être accompagné dans ma fin de carrière. Mais pour rebondir, il y a une notion qui m'est parue importante, c'est la notion de responsabilité. La maladie psychique fait peur. Au début, on nous dit n'en parle pas. Elle fait peur à tout le monde. Hein. Même certains psychiatres ont peur de la maladie psychique. C'est quand même normal qu'il y ait des managers, que le monde de l'entreprise, ce n'est pas leur travail, qu'ils aient peur. Bien sûr. Et ils ont besoin d'être sécurisés. Alors moi, ça m'agace de dire ça, parce que je me dis c'est quand même moi qui suis la plus gênée dans l'histoire, mais en fait, on a tous besoin d'être sécurisés. Et là, il y a une nécessité de mise en mots, parce que la parole qui crée le lien est fondamentale, donc il faut pouvoir en parler. Moi, j'ai cette grande liberté, comme c'est quand même derrière, et que j'ai fait des belles choses qui me permettent de valoriser mon parcours, j'en parle librement. Mais voilà, cette nécessité de parole, à partir du moment où on dit des choses, on sort du tabou, ça veut dire on en fait quoi ? Et là, il y a une énorme angoisse. Et il y a besoin, c'est là où il va falloir apporter des outils, mais de sécuriser tout le monde. Parce que dès que vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse, c'est une angoisse qui est normale. Et ça, il faut l'accepter. Donc il faut trouver les moyens de sécuriser et de redéfinir les domaines de responsabilité. Donc ça appelle à la compétence, le travail pluridisciplinaire. Que le psychiatre fasse son travail, que le manager fasse son travail, que chacun à sa place. Là où on a peut-être un souci dans notre société de confusion. Oui. Voilà. Et la notion, ça c'est une notion qui a été beaucoup développée par Viktor Frankl, qui était un psychiatre autrichien qui a vécu les camps de déportation. Donc je pense qu'il a vraiment une expérience très forte. Et il dit que la notion de responsabilité est fondamentale pour tout être humain. Moi, elle a été pour moi fondamentale dans ma capacité à être libre. On me disait, vous êtes bipolaire, vous prenez un antidélirant,
oui, je le prends librement. C'est un antidélirant, mais oui, je choisis de le prendre librement. Et oui, je prends la responsabilité du diagnostic qui est posé. Mais je ne me laisse pas enfermer dedans. Et le psychiatre m'a laissé ma part de responsabilité. Donc il y a eu un dialogue. C'est une relation de personne à personne. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que pour les outils à développer dans le monde de l'entreprise, et là, il y a urgence à les développer. Il y a vraiment un besoin à la fois pour les gens qui sont concernés directement et reconnus, et pour ceux qui ne le sont pas, mais qui ont une véritable souffrance. Oui, ça me fait penser du coup à un oui, ça marche. Ça marche. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Maïla, parce que le service appui a participé à une expérimentation sur l'année 2016 et 2017 à destination des entreprises qui s'appelait l'expérimentation HP pour handicap psychique. C'est assez drôle, mais bon, voilà. Et donc l'idée, c'était d'accompagner des entreprises du secteur privé, des grosses entreprises, dans la mise en place de cellules pluridisciplinaires, justement. Donc là, je repense à la sécurisation des personnes et surtout à la mise en lien, puisque des situations, parfois dans l'entreprise, de troubles psychiques avérés ou pas, d'ailleurs, souvent isole, par exemple, le manager concerné, qui ne sait pas à qui en parler, comment en parler, est-ce qu'il a bien identifié les choses ou pas. Et donc ces entreprises, en lien avec la GFIP, avaient eu une demande de se dire on voudrait être accompagné. Et donc là, le service appui a réalisé cet accompagnement avec le club ARIM sur Paris pour les accompagner dans la mise en place de la cellule pluridisciplinaire, établir un peu une charte, qu'est-ce qu'on se dit dans cette cellule. Et l'idée, c'était de pouvoir discuter des situations qui posent problème, que les managers puissent venir participer et identifier, alors en lien avec le médecin du travail, l'assistante sociale du travail quand il y en a une, les RH. Maintenant, il y a aussi les missions handicap, donc des référents handicap, en fonction de ce qui existe déjà dans l'entreprise, et de les outiller sur comment on peut parler ensemble, c'est-à-dire pas rester isolé avec la situation d'un salarié en difficulté, surtout pas, ce qu'on observe beaucoup en entreprise, et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en interne et à l'extérieur aussi. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. Mais ça, c'est vrai que c'était le premier retour massif qu'on a eu des entreprises, c'est que ces cellules, ça leur avait permis de se parler entre eux. Alors que on ne pensait pas, nous, forcément, que ça allait être ça, la première chose qui allait ressortir, puisque c'était des collègues, des personnes qui travaillaient a priori dans la même entreprise, mais qui finalement ne parlaient pas de ces situations-là. Et on est intervenu dans une grande entreprise du BTP qui nous avait fait un peu la même remarque de dire mais nous, vous savez, le handicap psychique, ça ne nous concerne pas. Nous, on a des problèmes de dos, des problèmes plutôt physiques dans le BTP, mais pas de problèmes psychiques. Et finalement, dans cette cellule, on a eu beaucoup de managers qui ont ramené des difficultés plutôt d'ordre psychique, relationnel, et qui gardaient pour eux. Alors, il y a des managers qui arrivent à le gérer avec ce qu'ils sont humainement, mais qui peuvent, au risque de s'épuiser et d'épuiser une équipe, qui surcompense, ou d'autres qui finalement évacuent complètement la question, et là ça génère éventuellement des arrêts maladie et des difficultés plus importantes. Donc au-delà de la sécurisation, c'était aussi pouvoir mettre en lien, je pense qu'on peut proposer ça aux entreprises. Donc là, c'était une expérimentation qui s'est arrêtée à la fin d'année 2017, mais la GFIP va lancer une étude pour plus approfondir justement les résultats de cette expérimentation pour éventuellement généraliser cet accompagnement. Mais ça revient au lien de confiance. Oui. C'est-à-dire qu'on peut être un manager absolument pas formé, mais étant naturellement bienveillant, on fera certainement moins de dégâts qu'en étant techniquement peut-être un peu formé, mais totalement froid et en dehors, en mettant des cloisons entre chacun et entre chaque fonction. David. Oui, je voulais juste préciser un point sur vous parliez de la responsabilisation des acteurs et du rôle des acteurs. C'est un point essentiel en communication. Vous parlez du manager bienveillant ou pas, mais souvent ce manager bienveillant, il essaye de tout prendre sur ses épaules. Et là, on va vers une deuxième catastrophe, parce qu'à un moment, il ne peut pas bien faire son job et tout faire parce qu'il n'est pas formé et il ne connaît pas forcément le sujet. Donc la communication est aussi de bien expliquer, de bien définir d'abord le rôle de chaque acteur de l'entreprise. Que fait la mission handicap? Que fait le médecin du travail? Que doit faire le manager de proximité? Et pour paraphraser Brel, de lui dire à un moment, non Jeff, t'es pas tout seul. Il y a aussi des gens qui peuvent t'aider dans l'entreprise pour éviter une double souffrance, en fait. Et souvent, on est confronté à des managers qui ignorent, notamment dans des grandes entreprises, même quand il y a des missions handicap, on va dire, compétentes et bien formées, qui ignorent simplement qu'ils peuvent faire appel en toute confidentialité à d'autres personnes capables de gérer ou de les aider à tenir compte de la situation et des besoins de la personne. Jeff Perret. Oui, alors
Bien sûr, il y a la notion de confiance, mais ce qui me paraît essentiel, c'est la notion de co-construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre au point un système de remobilisation, de retour à l'emploi, si on n'associe pas, bien sûr, la personne, le collectif, mais aussi l'entreprise elle-même. Moi, pendant 15 ans, on a remobilisé et reformé des personnes en handicap psychique, mais qui avaient eu des arrêts pour des questions de soins. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on les remobilisait. Donc, il y avait justement cette notion positive qui arrivait. Mais après, il fallait créer la relation avec l'entreprise et la relation de confiance. Alors, nous, on avait un club d'entreprise avec 200 entreprises, donc on essayait de coller l'environnement et la personne, mais ce n'est pas suffisant. Depuis 3 ans, on travaille complètement différemment. Et on s'est rendu compte des difficultés. D'abord, au co-construit, là, on a co-construit avec Audience, la société de prévoyance, pour un métier spécifique, enfin, une série de métiers, c'est-à-dire la culture, la communication et les médias, puisque nous-mêmes, on est un média. Donc, quand les personnes viennent, déjà, ils ne viennent pas dans un lieu où ils viennent expliquer leur souffrance. Déjà, première chose, où ils sont stigmatisés. Ils viennent dans un lieu de travail. Donc ça, c'est à mon avis, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on n'identifie pas les personnes parce qu'elles ont un handicap psychique. Il n'y a pas de... Le problème, c'est juste parce qu'il y a une panne, il y a juste une difficulté, mais on ne sait pas de quel ordre. Elle peut être de l'ordre de la santé. Souvent, il y a des conséquences psychiques. Et donc, à partir de là, on ne travaille pas sur la fragilité, mais sur la compétence. Et ce qui est très intéressant, c'est que les personnes, quel est le retour des personnes? Ce n'est pas vous êtes bienveillant, vous m'accompagnez bien, c'est que vous connaissez mon métier, vous connaissez mon quotidien, donc je vais vous faire confiance. Et en plus, vous comprenez que mon métier, ce n'est pas simplement mon métier comme Maëla, c'est mon identité, parce que je n'ai pas fait ça par hasard. En plus, si je suis dans un métier créatif, je le fais avec importance. Donc c'est vraiment d'associer les personnes et l'environnement, et d'être au plus près de cet environnement, plutôt que d'essayer juste d'un côté d'accompagner quelqu'un, et après de le glisser dans un environnement où il pourra travailler. Ce que vous dites rejoint ce que disait Astrid Sitavaja d'ERH dans le groupe Suez, où elle parlait, parce qu'on parlait de méthode, et elle disait que le plus important, c'est l'environnement. C'est-à-dire que bon, il ne faut pas faire la quinzaine de la gentillesse dans l'entreprise, comme la quinzaine de je ne sais pas quoi. Ça risque même d'être tout à fait à l'opposé, mais de créer plutôt modestement un environnement où on peut être compris simplement et s'exprimer et dire tout ce que l'on a à dire. D'autres remarques? C'est dans l'environnement que le handicap s'exprime. On ne peut pas parler du handicap sans parler de l'environnement. Absolument, oui. On est toujours handicapé par rapport à un milieu, par rapport à quelque chose ou à une pratique, et tout seul, on n'est jamais handicapé. Hein. Mais tout seul, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Frédéric Carinti. Je voudrais peut-être prolonger ce que je disais en introduction en fonction de ce que vous venez de dire, madame, parce que il y a des points de référence sur l'emploi accompagné, notamment la méthode IPS, qui est une méthode, comme son nom l'indique, anglo-saxonne, hein, c'est un terme anglo-saxon. Elle n'a pas été définie pour des personnes psychiques, la méthode IPS. Hein. Elle a été définie pour des personnes en fragilité, par des universitaires, et notamment, mais pas exclusivement, des personnes proches de la psychiatrie. Ensuite, elle s'est développée, mais je dirais plus conjoncturellement que fondamentalement, sur le domaine de la psychiatrie. Pourquoi? Parce que c'est le seul domaine, dans le domaine du handicap, qui bénéficie d'un accompagnement universitaire permanent et de qualité. Nous n'avons, dans les autres domaines en termes d'activité, hein, dans les autres domaines où le handicap est concerné, nous n'avons en France pratiquement aucune recherche universitaire. C'est une faiblesse qu'il est important de combler. Alors ensuite, un point sur lequel je voudrais insister, qui ressort de ce que vous avez dit, madame, c'est la notion de responsabilité. Et l'emploi accompagné, il est défini sans limitation de durée. Ça ne veut pas dire qu'on va faire comme en ESAT, rentrer à 20 ans et en sortir à 60. Ça veut dire que c'est un triptyque sur lequel les 3 membres sont totalement responsables, quelles que soient leurs difficultés, que ce soit une difficulté d'ordre psychique ou une difficulté d'ordre cognitif ou une difficulté d'ordre intellectuel. C'est très, très important.
Et dans mon introduction, je ne crois pas avoir employé le mot handicap psychique. Non. Néanmoins, dans les faits, les personnes qui sont dans cette situation ont deux difficultés. Alors, par rapport au déploiement de la loi, on se retrouve aujourd'hui, en 2018, avec deux difficultés. La première, c'est qu'on doit passer par un circuit administratif qui fait que vous êtes obligé de montrer patte blanche, au moins sur 2 ou 3 circuits, notamment celui de la MDPH. Ce n'est pas une critique, hein, c'est un état de fait. Or, la deuxième fragilité du dispositif, pas des personnes, c'est qu'il faut avoir ce qu'on appelle une RQTH, qui débouche donc sur une décision qui doit être libre, parce que je rappelle que la RQTH appartient à la personne qui la demande. Il n'y a aucune obligation de la diffuser auprès de l'employeur. Et par effet second, je dirais, dans le domaine psychique, plus que dans le domaine qui touche à la psychiatrie, plus que dans d'autres domaines, l'information de l'employeur est une question qui se pose beaucoup moins pour des personnes qui ont des difficultés cognitives ou intellectuelles. Et le collectif auquel je participe, et il y a plusieurs membres dans cette salle qui en sont membres aussi, insiste là-dessus. Non-limitation de durée ne veut pas dire sans limitation, c'est une décision qui appartient aux 3 membres, et notamment, principalement, à la personne accompagnée. Et ça, il va falloir qu'on s'organise pour contourner ces difficultés administratives qui sont aujourd'hui là, mais qui, je pense, dans l'évaluation, remonteront. En tout cas, le collectif participera à son niveau aux évaluations avec les employeurs, avec les entreprises, pour s'assurer que ces questions ne sont pas laissées de côté. Voilà. Mais cette notion de responsabilité, elle est fondamentale pour toute personne, hein, avec ou sans... Il va falloir créer un BTS de difficultés administratives pour les fragilités psychiques. Non, c'est vrai, hein. Mais là, 2 ans d'études, à mon avis, ça ne suffit pas. Hein. Pour une petite note d'humour, je dirais que les personnes qui demandent le plus d'accompagnement, c'est les polytechniciens. Oui, oui. Bien, je voudrais qu'on en revienne aux outils. Alors là, dans le sens de la boîte à outils, on a bien vu en fait la nécessité de la relation de confiance, la nécessité de sécuriser, ce qui va d'ailleurs de pair, que le cadre est important, que l'environnement est important, qu'on ne décrète pas comme ça d'être d'un seul coup de venir en aide aux personnes fragiles parce que c'est momentané, c'est un effet de mode où il y a la quinzaine de la gentillesse. Maintenant, je voudrais qu'on en revienne aux outils à proprement parler. Peut-être chacun à votre tour. Vous, on comprend tout à fait les outils que vous avez mis en place. On va peut-être faire le tour comme ça. Ou ceux que vous voudriez voir mettre en place ou concrètement. Voilà, il y a une entreprise, on va prendre une entreprise moyenne, c'est encore plus simple parce que ça évite de réfléchir, parce que l'entreprise ça ne veut rien dire non plus, mais une bonne volonté de la part du chef d'entreprise, un personnel, j'allais dire, plutôt accueillant, enfin voilà, on est dans une situation moyenne et néanmoins il y a des choses à améliorer pour justement inclure les personnes en fragilité psychique. Quelles seraient vos recommandations? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? On commence, je ne sais pas, on va commencer par qui? Par Emmanuel? Non? Je ne sais pas, je vous voyais regarder votre voisin. Non, comme à l'école, je pense celui qui veut parler. Je crois que c'est M. Carsanti l'a expliqué. La grosse difficulté, elle est déjà au démarrage parce il y a beaucoup de déni par rapport à la fragilité. Donc déjà, pour commencer administrativement, pour déclencher un certain nombre de prestations et de possibilités, il faut que la personne soit reconnue. Donc, oui. Voilà. Donc, alors qu'on a une zone grise, justement, de personnes qu'il faut aider et qui ne sont pas encore reconnues. Donc ça, c'est la première difficulté. C'est ce qu'on disait, c'est l'inadéquation entre le système administratif et le quotidien des personnes. Voilà. Donc la reconnaissance, non, mais c'est pas la reconnaissance dans le sens de dire il y a. Quand vous demandez aux personnes, les personnes, elles ont envie d'être reconnues pour leurs compétences, pas parce que d'abord elles ont quelque chose. Oui. Donc ça, c'est déjà un point essentiel, je pense. Pas de discrimination en matière de compétences. Voilà. Pour que ça fait partie de la relation de confiance. Sinon, si ceux psychiquement plus fragiles sont considérés comme étant de seconde classe, si j'ose dire, pour prendre le vocabulaire militaire,
c'est pas forcément la meilleure façon d'avancer. Enfin, je pense. Moi, il me semble que dans la boîte à outils que moi j'avais mis à partir de la maladie psychique en œuvre, c'est que c'est chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. La question de la limite, de poser la parole mais dans un lieu spécifique, et la limite est fondamentale. En souffrance psychique, on a besoin de réintégrer nos propres limites, de réinvestir notre corps. Et on va aller vers des personnes qui sont compétentes. Si moi je voulais soigner ma maladie psychique, j'allais voir des psychiatres. J'allais pas voir un boucher ou un charcutier ou un garagiste. Voilà. Moi, ma première responsabilité, c'est d'aller voir la personne compétente qui va m'aider à résoudre mon problème, le problème que j'ai défini. Ce qui est important en entreprise, c'est le psychiatre, il est psychiatre, le RH, il n'est pas psychiatre, c'est que chacun reste dans son domaine de compétences. Exemple concret, quand je suis partie en Afghanistan, au début, on était parti avec mon psychiatre, il m'a donné mon aptitude opérationnelle à servir en tout lieu, en tout temps. Et il y avait un poste qui correspondait à mes compétences au Tchad pendant 4 mois. Et lui, ça lui allait très bien. Voilà. Il m'a dit, pas en Afghanistan quand même. Et puis, j'ai mon responsable de compétences, RH, je postule pour le poste. Il me dit, ah non, ça ne correspond pas trop à votre cursus. Par contre, il y a un poste en Afghanistan, sur l'aéroport, 6 mois. Ça correspond. Donc, je lui dis, donnez-moi 2 jours pour réfléchir. Je demande à mon colonel. Mon colonel dit oui. Le problème de mon colonel, ce n'était pas Afghanistan ou Tchad, c'était 4 mois ou 6 mois. Voilà. Et j'ai dit oui. Je suis retournée voir mon psychiatre parce que j'avais rendez-vous régulièrement. Et puis, je suis arrivée avec mes petits souliers. Et puis, j'ai dit, ah, bah, c'est bon, je pars, j'ai ma désignation. Alors, par contre, ce n'est pas au Tchad. Hein. C'est à Kaboul pendant 6 mois. Il y a eu un silence, au moins 20 secondes. Il me dit, OK, ça marche. En fait, il savait que lui, il n'avait pas à faire interférence sur le poste sur lequel j'avais été désignée par mon responsable RH. Lui, son domaine de compétence, il m'avait redonné toutes mes aptitudes. À partir de là, ce n'était plus son souci, entre guillemets. Après, on a mis tout un protocole de soins, par un échange par mail, on a mis un certain nombre de choses en place pour que ça se passe bien. Mais il m'a dit, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. La vie est un risque. Mais il est resté dans son domaine de compétences. Et sur la maladie psychique, s'il y a un point qui est fondamental, surtout sur un état de crise, c'est que chacun reste dans son domaine de compétences. Sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour la personne accompagnée, c'est la catastrophe pour les personnes, pour les équipes accompagnées, et c'est pour ceux qui croient qu'ils vont faire quelque chose de bien. Donc, il y a la définition des compétences, donc des responsabilités. Et ça, c'est fondamental dans la bonne boîte à outils. Et il me semble que, moi j'ai vu souvent l'expérience que quand on est dans une équipe, on fait un travail normal, dès qu'il va y avoir une tension, la personne en souffrance psychique est peut-être celle qui va faire l'alerte le plus rapidement possible. Donc si les choses se passent bien pour la personne en souffrance psychique, elles se passent bien pour toute l'équipe. Parce que la personne la plus fragile, elle va, entre guillemets, péter les plombs la première, mais si elle pète les plombs, elle fait le plomb qui explose, mais c'est les autres derrière qui continuent. Il y a une tension, il y a un problème d'organisation générale. On est les premiers alerteurs, en fait. Et donc, si on met en place un système où la personne en souffrance psychique fragile va être bien, toute l'équipe va être bien et toute l'entreprise va être bien. Donc, il faut un peu déplacer peut-être l'angle d'attaque et l'angle de la problématique. Et je pense que ça me semble plus juste. Là, on n'en vient plus au problème. Est-ce que la personne doit dire qu'elle est malade, quelle est sa maladie spécifique ? On sait qu'elle est fragile et on met en place pour l'accueillir, mais ça va être un bienfait pour l'ensemble de l'équipe. Ça, moi, j'en suis intimement persuadée. C'est ce que vous faites, en fait, David, quand vous dites on change le regard. Là, c'est un changement de regard, c'est-à-dire que finalement, on remet dans un ordre différent. Ça ne marchait pas, donc on met dans un ordre différent pour que ça marche mieux. Il y a ça, il y a aussi aussi parler du sujet. Parler du sujet, c'est déjà le faire exister. On disait tout à l'heure, quand on a fait la petite animation on anime en entreprise, les gens, même en groupe, tout d'un coup font, entre guillemets, leur coming out, parce qu'on est dans l'entreprise et on montre que le sujet existe en entreprise, on arrête de le cacher, on libère la parole et on montre que ça peut exister. C'est déjà le premier point. Encore une fois, la communication, en parler, c'est absolument essentiel pour que les personnes se sentent moins seules et pour que les personnes puissent aussi se dire que, tiens, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes problèmes que moi. Je ne suis pas seul au monde, je ne suis pas le vilain petit canard. C'est un point super important. Et après, puisque vous parliez d'outils, en essayant de préparer un petit peu l'intervention, je cherchais un petit peu différents documents et je suis tombé sur un document d'une association anglaise qu'Emmanuel connaît sans doute, qui s'appelle le Disability Business Forum. Alors déjà, le titre même est assez intéressant puisqu'il associe le handicap et le business, et le forum selon lequel on pourrait en parler. Et là, il y a un petit article qui est disponible sur LinkedIn qui dit, voilà, nous, nos 10 recommandations
pour créer un environnement, on va dire, qui préserve la santé mentale des salariés. Et vous allez voir que c'est énormément de bon sens. Vérifier que chacun ait une charge de travail qui soit réaliste, donner des objectifs clairs, laisser aux employés le plus de contrôle possible sur la manière dont ils accomplissent leurs tâches et leur permettre d'avoir un temps de travail flexible. Et ça, c'est un point important. Il y a beaucoup... Enfin, personnellement, j'en ai souffert en entreprise. On vous demande d'appliquer des process sans réfléchir à l'objectif de ces process. Personnellement, je peux vous dire que j'ai embêté certains managers en leur demandant pourquoi, et tant que je ne comprendrai pas, je ne le ferai pas. Mais bon, ça, c'est mon caractère. Donner des feedbacks réguliers et justes. On revient sur le climat de confiance et de dialogue dans l'entreprise, pouvoir exprimer les problèmes. Faire en sorte que chacun ait un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. Être prêt à mettre en place les aménagements raisonnables nécessaires. Et en matière de handicap psychique, il y en a également. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas. Aider les employés à gérer leur temps et leur rythme de travail quand on s'aperçoit qu'il peut y avoir des problèmes de gens qui soit travaillent trop, soit travaillent pas assez, ou inefficaces. Agir afin de prévenir le harcèlement et communiquer de manière claire et crédible. Il n'y a rien d'impossible dans tout ça. Non, c'est à la fois du bon sens, on se dit mais oui, forcément, mais c'est si on les additionne, ça fait un beau programme. Ça fait un beau programme. Oui, et ça s'adresse à tout le monde. Et ça s'adresse à tout le monde. Fragile ou pas. Enfin bon. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que si on fait des dispositifs pour les personnes en fragilité, comme tu disais, ça va profiter à tous les salariés. Et donc pour moi, l'outil essentiel en entreprise, c'est de sortir justement de cette logique de gestion des fragilités en forme de gestion de crise. Quand on est sollicité, nous, pour intervenir dans l'entreprise, la situation s'est généralement dégradée depuis des mois, voire des années, et l'intervention devient plus compliquée. Là, on nous parle de maintien dans l'emploi et on nous contacte. Ça fait effectivement des années, par exemple, que la personne est passée comme la patate chaude d'un service à un autre parce qu'aucun manager n'arrive à s'en sortir. Et puis, finalement, on arrive un peu en mode pompier pour essayer de faire quelque chose. Alors que je pense qu'il serait vraiment important que dans les entreprises, mais il y en a de plus en plus qui ont cette volonté-là, de créer des espaces où on peut parler de ça, où on peut parler de la fragilité psychique ou du handicap psychique, alors après chacun avec ses terminologies, mais qu'il y a un espace où on peut en parler, que ce soit de façon formelle et informelle aussi. Mais commençons par le formel déjà, et l'informel pourra suivre. Mais ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour qu'il y ait justement un accompagnement dès le début ou dès la moindre difficulté, ou peut-être faciliter le fait que les collègues puissent aussi être bienveillants les uns les autres et pas alerter une fois que la situation est vraiment catastrophique. Parce qu'il existe quand même aujourd'hui beaucoup de dispositifs internes mais aussi externes à l'entreprise pour accompagner des salariés en difficulté et qui sont, pour le moment, de mon expérience, donc que ce soit au service appui ou avant dans un cabinet de gestion des risques psychosociaux, déclenchés au moment où la situation est assez catastrophique. Donc on a quand même moins de leviers d'action dans ce cas-là, où on gère l'urgence. Absolument. Charlotte? Ce que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, c'était le fait que du coup, cette demande, elle reste aussi enfermée dans un cadre prescriptif et qui fait que du coup, plusieurs facteurs peuvent être invisibilisés et ne pas être pris en compte, alors que c'est justement ces facteurs-là qui sont déclencheurs de la situation, quoi. David, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Vous disiez la quinzaine de la gentillesse en entreprise, il faut la balayer du... C'est pas forcément un bon outil. Ça dépend comment c'est utilisé. Encore une fois, si ça peut déclencher quelque chose et montrer que gentillesse et entreprise ne sont pas des termes complètement incompatibles et que ça peut créer un élan, elle peut avoir un intérêt. Absolument. Puis si ça crée de l'humour, c'est pas non plus une mauvaise chose. Je vous en prie. Non? Vous vous grattez le nez ou vous vouliez... Non, parce que c'est peut-être un tic, non? Écoutez, je crois qu'on a, en tout cas, sauf si quelqu'un veut continuer, je vous en prie. Je voulais dire une chose en termes de priorité. Moi, par rapport au collectif que je représente ici, il y a une priorité, c'est l'information des entreprises. Et nous allons nous y atteler avec les membres. Mais une information concrète, c'est-à-dire bassin d'emploi par bassin d'emploi. Oui. Et c'est le deuxième volet, une information complète, ça va nous demander du travail. Des sources d'informations qui existent en entreprise et hors entreprise. Voilà.
Je ne peux pas avoir de meilleur avocat que vous, madame. Donc c'est un travail que nous allons mener. Et le deuxième outil qui est important, c'est la réussite des 2 ans qui viennent, parce que où cette médiatisation de l'emploi accompagné est excessivement importante, c'est de réussir les 2 ans qui viennent pour qu'on débouche à l'horizon de la 3e année sur beaucoup plus de services actifs sur le terrain. Bien, en tout cas, vous avez tous non seulement réfléchi, mais en même temps vu ce qui n'allait pas et ce qui allait. Et moi, je terminerai, ça va faire plaisir à Maëla, par cette phrase du général Bijard que j'ai rencontré il y a quelques années. Non, mais on l'a un peu ridiculisé au Guignol, alors que c'est quelqu'un vraiment non seulement de drôle, mais particulièrement intéressant. Et je m'étais dit que si un jour je devais faire la guerre, ce que j'espère pas, comme tout le monde bien sûr, enfin à mon âge maintenant c'est un peu plus difficile, mais je préférais que ce soit avec lui plutôt qu'avec un polytechnicien. Je pense que bon, la valeur des gens est différente selon la formation. Et il m'avait dit réfléchir, parce qu'on n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais il m'a dit réfléchir, c'est commencer à désobéir. Oui. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'armée non plus. Donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des outils, il faut les faire connaître, il faut que ces processus d'évaluation, ces processus d'expérimentation, il faut prendre des risques, absolument, puissent fonctionner. Vous êtes tous et toutes là pour ça, et je voulais vous remercier. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est terminé pour cette table ronde. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Il y a une petite photo. Alors, avant de partir, je refais de la publicité, non pas clandestine, pour le livre de Mathieu de Villemorin, qui est une bonne graine, sans jeu de mots. Ça s'appelle Les Lunatiques, mon séjour chez les fous. C'est chez Bayard. Il faut le lire parce que c'est drôle. Et c'est un schizophrène, comme beaucoup de schizophrènes, c'est un schizophrène sympa. C'est pas le schizophrène avec le couteau qui tue les femmes seules le soir. Au contraire, c'est vraiment très très bien. Il faut le lire, ça se lit en une soirée. On rit, en même temps on réfléchit beaucoup. Voilà. L'auteur, c'est qui? Mathieu de Villemorin, Les Lunatiques, mon séjour chez les fous. Et c'est chez Bayard.